Bonsoir. Merci à vous tous d'être venus. Merci à la mairie de Chamonix de nous accueillir une fois de plus dans cette salle magnifique du Majestic. Les éditions Guérin se sentent bien à Chamonix et il y a quelques occasions où on le comprend plus que d'autres. On a le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Faber, que je ne représenterai pas beaucoup, si ou rapidement, ancien patron de Danone, présenté comme le patron le plus social du CAC 40, à juste titre, je pense. Et par ailleurs, ce qui nous vaut sa présence ici, mais on aura l'occasion d'en reparler, grimpeur, alpiniste, avec un point commun avec sa pratique de patron engagé en montagne, engagé dans sa vie de patron. Je voulais donc, au nom des éditions Guérin, raconter un petit peu ce qui nous a amené ici, ce qui a été à l'origine de cette rencontre. Peut-être 2 mots avant de lancer la soirée. C'est donné jusqu'à 19h30 pour cette soirée où on va laisser un temps important à vos questions parce que je pense qu'il y a une grande attente pour pouvoir poser des questions à Emmanuel. Après quoi, il y aura un petit moment pour des dédicaces qui se passeront dans la salle à côté. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas encore le livre, Lorraine est là pour vous en vendre à ceux qui ne l'auraient pas encore. Voilà. On aura donc, après un temps d'échange entre nous assez rapide, un micro qui circulera dans la salle et vous pourrez lever le bras pour poser des questions. Voilà. Donc je voulais vous commencer un petit peu pour raconter ce qui est à l'origine de cette rencontre. Vous rappelez ou vous raconter un peu, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'histoire de cette maison Guérin qui est née ici à Chamonix il y a maintenant 27 ans. Et donc, si on peut... j'ai choisi quelques livres pour raconter cette histoire. Donc, le Guérin, maintenant, c'est une maison qui est connue pour faire des beaux livres. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui est cette encyclopédie 100 alpinistes qu'on avait lancé pour les 20 ans de la maison en 1995, en 2015. La maison est née en 95 et donc vous faites le calcul, on a maintenant 27 ans, la maison se porte bien et ce livre pour moi résume bien la démarche qui est très importante pour nous, qui est d'aller à la rencontre des alpinistes, de créer des cordées. Et là, c'était 100 alpinistes, c'était 100 cordées d'écriture, des rencontres entre des alpinistes, des écrivains, entre la montagne, la littérature, avec une attention évidemment grande au passé, mais un passé qui se prolonge puisqu'elle rassemble des alpinistes qui vont du XVIIIe siècle à nos jours, à des très jeunes alpinistes contemporains. On passe donc l'histoire très importante, 2 titres très symboliques pour moi dans cette recherche-là. Louis Lachenal, qui était le 2e titre publié par la maison, Les Carnets du Vertige, qui était une histoire un peu compliquée pour nous, qu'on a absolument tenu à ressortir, rééditer, et en le rééditant, on a retrouvé des textes originaux de Louis Lachenal, qui est une figure extraordinaire qu'on a aidé je pense, à rendre plus actuel. Donc voilà, Gilles Chapaz, en faisant les romans des guides, nous raconte cette histoire très chamoniarde, mais qui déborde largement la vallée de Chamonix, qui est une histoire qui a irrigué le monde entier et qui est comment ce passé de l'alpinisme nourrit cette vallée, nourrit la pratique de l'alpinisme aujourd'hui. On est tourné vers le passé, mais on est ici à l'écoute de ce qui se passe en ce moment. Le réchauffement climatique, on a eu un grand souhait d'être très attentif à être précis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans nos montagnes? Et on a, avec Bernard Francou, glaciologue, et Marie-Antoinette Mélière, climatologue, été faire un constat le plus précis possible de ce qui nous attend. On est à l'écoute
d'autres pratiques, d'autres façons d'aborder la montagne. Et donc, Le Sommet des Dieux, pour ceux qui ont suivi la soirée des Césars hier, César du meilleur film d'animation cette année, on l'a accompagné pour raconter un peu comment ce film s'était fabriqué et comment est-ce qu'ils sont arrivés à se nourrir de façon extrêmement précise, très documentée, de l'histoire de l'alpinisme à différentes époques et à le transmettre de façon qu'on a trouvé très réussie et qu'on a accompagné. Et puis un dernier clin d'œil, Alexandre Dumas, on a exhumé des textes de ses impressions de voyage en Suisse et qui forment un vrai UTMB, un vrai voyage autour du Mont Blanc, très savoureux, très spirituel, drôle, et qu'on ressort cette année et même ce mois-ci. Le passé, le présent, l'avenir, ça c'est ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, hein, donc des livres qui sont encore en chantier. Le métier de cristallier, il existe depuis le XVIIIe siècle au moins dans la vallée de Chamonix. Il y avait à l'époque une industrie importante, notamment en Italie, à partir du quartz. Et Jean-Franck Charlet, qui est pour les Chamoniards n'est pas un nom inconnu, héritier d'une longue dynastie de guides et de cristalliers, dont le fils lui-même est encore guide et cristallier, et qui nous raconte cette histoire, la fièvre de l'or rose, et l'or rose étant la fluorine, qui est vraiment le cristal très particulier à ce massif du Mont Blanc. Gary Heming, qui s'est rendu célèbre dans le massif du Mont Blanc en étant un des acteurs très spectaculaires du sauvetage des drues en 1966. C'est une figure emblématique de cette histoire de la montagne. On avait une très belle biographie, Mirella Tenderini, qu'on a choisi de rééditer. Et en faisant ce travail, on a retrouvé le livre que Gary Heming voulait écrire. Donc ça, c'est la petite surprise de l'automne. C'est le livre, les textes de Gary Heming, les photos qu'il avait, toutes ses photos, toute sa collection de photos, des photos inédites du sauvetage des drues. Ce sera dans ce nouveau livre de notre collection Textes et Images. J'avance un peu pour ne pas être trop long. Alors, très important, je vous parlais du présent et de l'avenir, mais surtout du présent. Alors c'est très important, je suis désolé, le premier livre qui est très important, on ne le lit pas hyper bien, c'est Stéphanie Baudet, À la verticale de soi, Sam Boget, Sale gosse, Paul Bonhomme, Raid vivant. On pourrait croire que c'est tous les alpinistes dont les noms commencent par Beau, mais en fait non, c'est tous les alpinistes, il y a vraiment une pratique qui est très vivante en ce moment, qui est très, et on veut être à l'écoute de ça. Voilà. La collection qui pour nous est ouverte à cette pratique, c'est la collection Terra Nova. Et donc, je voulais terminer cette petite présentation sur ces 3 titres qui, pour moi, sont vraiment la partie vivante. Et c'est là qu'on est à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui en montagne. Et ce qui se passe aujourd'hui en montagne, ce n'est pas que de l'alpinisme. Donc, ça nous amène à Emmanuel Faber. Il y a de l'alpinisme et il y a aussi, par moments, des mariages, des rencontres inédites, étonnantes. Et moi, j'avais entendu parler donc, par Stéphanie Baudet d'Emmanuel Faber qui grimpe avec. Donc, Stéphanie, qui est une ancienne championne du monde d'escalade, compagne d'Arnaud Petit. Tous les deux sont des grimpeurs passionnés qui ont grimpé dans le monde entier. Et Stéphanie a écrit un très beau livre chez nous. Et elle m'avait dit je grimpe avec Emmanuel Faber. Il lâche jamais les prises. Moi, ça m'avait intrigué. Ça m'avait intrigué, bien sûr, en plus de tout ce que j'entendais en tant que citoyen sur ce que Emmanuel représentait dans le monde de l'entreprise, de la société aujourd'hui, qui m'intrigue. On peut voir la dernière photo. Donc, l'idée est née de cette conversation avec Stéphanie Baudet. Pour moi, donc j'ai dit à Stéphanie, moi j'ai envie que Guérin soit à l'écoute de cette voix qui m'intrigue. Est-ce que tu as envie de dialoguer avec lui ? Et Stéphanie m'a répondu et a transmis le message à Emmanuel. Et finalement, Emmanuel, la rencontre s'est faite tous les deux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour que ce livre se mette en route. Ce que j'avais envie de te demander, c'est, je crois que tu as été pas mal sollicité après ton départ de Danone par un certain nombre d'éditeurs.
Tu as choisi d'écrire chez Guérin, pourquoi ? Bon, merci Charlie. Merci à vous toutes, à vous tous de nous accueillir, en tout cas moi, vraiment ici à Chamonix. Merci toutes et donc tous d'être là, passer ce moment ensemble. Et j'espère à partager sans doute d'une façon ou d'une autre une passion commune autour de la montagne, ce qui nous en rapproche, ce qui nous fait vivre de ce que l'on y récolte. En fait, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire chez Guérin. Quand je me suis retrouvé avec un peu de temps, après 25 ans très très engagé, et puis gérer une crise comme on n'en avait jamais eu avant, sur la crise sanitaire, faire tenir les chaînes alimentaires partout dans le monde, les chaînes agricoles, faire en sorte que sur les linéaires des supermarchés, vous puissiez tous continuer à trouver vos produits. Voilà, brusquement j'ai eu du temps, une espèce de grande liberté. Alors j'ai été sollicité en effet par, c'est marrant d'ailleurs, à peu près toutes les maisons d'édition parisiennes qui étaient celles qui 25 ans auparavant, quand j'ai écrit un premier bouquin, n'avaient pas montré beaucoup d'intérêt, à part une seule, c'est ce qui a permis que ce bouquin existe, qui était Hachette à l'époque, quand j'avais 26 ans. Et visiblement, cette histoire a dû intéresser plein de gens, parce que j'ai eu plein de sollicitations, puis aussi d'ailleurs de films, de documentaires, de télé, enfin bref. Moi, j'avais juste envie de partir grimper tranquille. Et puis arrive en effet ce SMS de Stéphanie. Je suis en train de descendre, passer un moment dans les Alpes du Sud, et elle me parle de cette envie de Charlie, et c'est pourquoi d'ailleurs mes remerciements se terminent, pour ceux et celles qui achèteront ce livre ou l'ont déjà lu, par des remerciements pour Charlie d'avoir eu envie de ce livre, parce que sans toi je ne l'aurais pas écrit à plein d'égards. Et Guérin, parce que c'était pour moi d'abord le seul moyen d'écrire depuis la montagne. Et j'avais envie de vivre pour de vrai en montagne. C'est quelques mois de jachère que je me suis accordé là, toute l'année dernière. J'avais pas envie d'écrire depuis une maison d'édition parisienne, depuis Paris, depuis nulle part ailleurs que de la montagne. Et du coup, et d'ailleurs, notre rencontre, Charlie a eu l'habileté qui le caractérise de me proposer qu'on la fasse dans un refuge. Donc le livre est né dans un refuge, dans 2 refuges d'ailleurs, du Briançonnais, dans un temps d'automne, on va dire, accueilli par la neige là-haut, mais on a même trouvé un petit créneau météo pour grimper et pas seulement travailler. Et c'est né de là. J'avais envie de parler depuis la montagne, quitte à parler aussi de ce qui se passe dans la vallée, de mes engagements et du lien, comme tu le disais, Charlie, entre les deux. Et je dois dire que il y avait à la fois cette envie de me confier dans quelque chose qui était d'une certaine façon ce refuge de montagne que Guérin représente, parce que pour moi, ces quelques images qu'on a passées là, c'est non seulement des bouquins que j'ai lus, évidemment celui de Stéphanie, mais bien d'autres, Lachenal et les carnets de vertige, et bien d'autres, qui ont habité, parfois pas d'ailleurs dans les éditions Guérin, mais avant mon adolescence, quand j'ai grandi dans les Alpes, dans la bibliothèque de mon grand-père, où il y avait Annapurna Premier 8000 chez Artaud et autres, enfin bref. Et du coup, il y avait cette espèce d'incroyable respect que j'ai pour la maison Guérin, comme je pense beaucoup de grimpeurs ou alpinistes français. Et en même temps, je me sentais vraiment un imposteur, quoi. Qui étais-je avec ma pratique de l'escalade, qui est certes engagée, mais elle est engagée parce que j'ai des moyens qui sont limités. Sinon, elle ne le serait sans doute pas en grimpe, en montagne ou en ski de montagne. Voilà, cette imposture d'écrire à côté de Béraud et enfin bref, j'ai pas besoin de les lister, quoi. Et je ressens un tout petit peu ça d'ailleurs en étant à Chamonix. Comme quand d'ailleurs je suis parti des Alpes et que je suis arrivé à Paris et que je suis parti de Paris et que je suis arrivé à New York dans la finance, moi chaque fois que je viens à Chamonix, je suis saisi par quelque chose qui m'impressionne énormément. J'ai pas d'ailleurs très souvent grimpé ici, j'ai un peu skié mais pas beaucoup non plus, et donc voilà, j'ai l'impression d'arriver dans une forme de capitale. J'imagine que vous le vivez beaucoup, et donc je suis ravi de passer ce moment avec vous. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de
passer aux questions. Donc, si certains d'entre vous, je pense que c'est vraiment ce qu'on a pu voir. Emmanuel a fait déjà quelques soirées, qu'il y a une grosse attente, beaucoup de questions qui ont envie d'être posées. Donc je vais passer dans la salle. Déjà des mains levées là devant. Je peux te laisser. Merci, ouais, je fais ça. Et donc je vais passer dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Toi tu peux aussi. Donc on va être deux parce que est-ce que tu veux qu'on prenne tout de suite 3 questions, hein? Voilà. Donc l'idée c'est qu'on prend 3 questions. Et Emmanuel fera une réponse groupée pour les 3. Oui, bonjour monsieur. D'abord, vous avez dit que monsieur Faber était le plus social des patrons du CAC 40. Monsieur Gallois, je crois, n'était pas mal non plus, dans un autre genre. Bon, enfin, j'ai 2 questions, si vous voulez bien. D'abord, est-ce que vous avez, lorsque vous étiez chez Danone, travaillé en Russie? Et deuxième question... si vous discutiez avec un jeune homme ou une jeune femme de 25-30 ans qui a fait une école de commerce ou autre, qu'est-ce que vous lui diriez? D'accord. Merci. Une autre question? Oui, là tout de suite, ouais. Vas-y. Bonjour. Une petite question, c'est après la frénésie de Danone, le calme de la montagne, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes écrivain? Ou quelle est la nouvelle vie d'Emmanuel Faber? D'accord, merci. Et une petite dernière. Bonsoir Emmanuel. Moi je voudrais savoir ouvrir une voie et le lien entre ouvrir une voie en termes de montagnard et puis l'entreprise de mission. Y a-t-il des liens? Merci, on va commencer par tout ça. Dans le désordre. Pour commencer par peut-être ce que je fais maintenant. J'ai pris un temps que j'ai souhaité être vraiment un temps de jachère, de grande liberté, parce que diriger une entreprise de 100 000 personnes, c'est d'abord un service, et dans le mot service, il y a aussi celui de servitude, qui m'a éloigné, non pas de l'escalade, mais pas mal de la montagne, parce qu'en montagne, ça prend du temps, il faut venir, il y a l'approche, il y a l'aléa météo, etc. Et j'avais vraiment envie de me poser, donc je me suis posé beaucoup l'année dernière, j'ai rejoint... une organisation qui s'appelle le Club de Rome, qui en 1972 a sorti un rapport sur les limites de la croissance et qui interroge quand même beaucoup de choses en ce moment. C'était il y a 50 ans et ils m'ont fait signe quand ils ont vu que j'avais un peu de temps en me demandant si j'accepterais de les rejoindre. C'est des économistes, des scientifiques du climat et d'autres pour travailler sur le cinquantenaire du rapport pour la conférence de Stockholm de l'été prochain. Donc ça a été la première chose que j'ai plantée dans mon petit champ en jachère. En octobre, j'ai rejoint une toute jeune firme comme associé de capital risque en Europe et aux États-Unis qui travaille sur les modèles agricoles de demain et les modèles alimentaires de demain et comment est-ce que la technologie peut servir le vivant au lieu de l'écraser. On pourrait en reparler très longtemps, donc je ne vais pas faire long maintenant, mais voilà, ça c'était le deuxième. Et puis j'espérais bien que ça n'accélérerait pas trop vite. Et en fait, j'étais à la COP26 à Glasgow en octobre quand les autorités mondiales des marchés financiers ont annoncé la création d'un conseil international des normes extra-financières, avec pour objectif d'insérer dans le langage comptable des normes pour le climat, pour le social, de façon à ce qu'on puisse synchroniser la finance, qu'elle parle le même langage pour prendre ces décisions que les entreprises et l'économie qui ont besoin d'avancer dans la transition climatique et sociale. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que je pensais que ça mettrait beaucoup plus de temps et il se trouve qu'ils m'ont approché en me demandant de prendre la présidence de ce conseil mondial. Donc je suis en train ça y est, c'est parti depuis le 1er janvier, ce qui a nécessité que je range ma paire de skis de rando et que je commence à m'installer à Francfort puisque le siège mondial de cette organisation va être basé à Francfort. Voilà ce que je fais en ce moment. Et pour moi, évidemment, par rapport à cette idée d'ouvrir une voie que monsieur évoquait, c'est vrai qu'on a ouvert pendant 25 ans, c'est collectif, hein, ouvrir une voie, c'est pas tout seul. On a ouvert une voie vers, j'espère, une économie un peu plus inclusive, à la fois du vivant, de l'humain, du temps et de demain. Ça a supposé des prises de risques,
des tensions d'ailleurs dans la cordée. Et tout le monde n'est pas prêt à prendre ce genre de risque. Et donc, pour moi, l'étape suivante, après cette voie, c'est non pas seulement d'aller en ouvrir d'autres, mais d'ailleurs non pas d'en ouvrir d'autres, mais surtout de l'équiper. Parce que je connais plein de patronnes et patrons d'entreprises, de dirigeants politiques, de la finance, qui ont conscience du fait qu'il faut y aller, mais ils n'ont juste pas les indicateurs, ils n'ont juste pas le balisage, le topo de la voie, quoi, les relais indiqués, etc. Donc ce que ce Conseil international des normes va faire, c'est justement de normaliser un certain nombre de trucs, quoi. Ce ne sera pas une via ferrata, mais elle sera équipée et ça permettra de passer à quelque chose de systémique et que ce ne soit pas juste l'aventure de pionniers. Il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres, vous en citiez. Donc voilà, c'est ça que je fais maintenant. Je passe à une phase pendant 3 ans d'équipement de cette voie pour qu'on y aille les plus nombreux possibles, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde là. Ça rejoint peut-être votre question, monsieur, sur entreprise à mission et ouvrir une voie. Oui, moi je pense que la question du sens de l'économie se pose beaucoup. Je pense qu'on se la pose à peu près tous. À quoi ça sert une entreprise ? Est-ce que c'est juste pour faire des profits ou est-ce que ça a un sens, une mission, un rôle qui n'est pas seulement un rôle de créer de l'épargne pour ses actionnaires, mais de servir une société au sens société civile, hein, des consommateurs, des salariés, des fournisseurs, des agriculteurs dans notre cas, etc. Donc je pense que c'est le besoin de sens est d'autant plus important que le monde est de plus en plus incompréhensible. Et dans ce cadre-là, je trouve que alors il y a eu, avec la loi Pacte, pour laquelle j'ai pas mal filé un coup de main, il y a le fait que les entreprises peuvent adopter une raison d'être. C'est un premier pas. L'entreprise à mission, ça va plus loin, ça veut dire de mettre cette raison d'être dans les statuts avec des objectifs clairs. Donc on a fait ça, on a été la première et pour l'instant encore la seule des très très grandes entreprises à le faire à l'échelle mondiale. Ça a été adopté par 99% des actionnaires, donc ça montre aussi qu'il y a des gens qui veulent avancer, qu'il y a vraiment des marges de manœuvre pour le faire. Mais pour moi, oui, ça ouvre une voie et une direction vers la réconciliation qui me semble absolument nécessaire, même s'il est très compliqué, des grandes organisations économiques mondiales avec notre vie de citoyens, de société. Et je dis ça parce que je pense que la transition climatique et sociale ne pourra pas être complète, elle ne sera jamais assez rapide si on n'embarque pas ces très très grandes organisations. Les startups dont d'une certaine façon je m'occupe en ce moment avec mes associés dans cette firme, c'est très très bien. Ça, de nouveau, ça ouvre des bois, c'est de l'activisme dans un certain sens, mais il est absolument nécessaire d'emmener ces grands navires, on va dire, hein, de les faire pivoter et de prendre la direction. Madame, pour répondre à votre question, pour moi, et c'est le cas puisque j'ai des enfants qui ont cet âge-là, qui ont 25-30 ans aujourd'hui, si je devais... et d'ailleurs, quand je discute avec eux, pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est leur proposer de prendre du recul pour décrypter le monde qui nous entoure. Comme je le disais, je trouve qu'il est très très compliqué à comprendre. On est submergé d'informations en fait, hein, et donc de bruit qui arrivent sans qu'on soit capable de les hiérarchiser, de comprendre leur niveau relatif de fiabilité, d'importance. Et je pense que c'est fondamental de prendre une forme de recul si on veut s'engager sur quelque chose de solide et pas simplement sur le coup de soit l'émotion, soit une mauvaise analyse simplement des facteurs qui sont en présence. Et la deuxième chose, c'est la liberté, c'est-à-dire se demander au fond... qu'est-ce qui, au fond de moi, me retient ? C'est quoi les peurs qui me retiennent d'avancer ? C'est quoi ce qui m'empêche de m'engager aujourd'hui ? Et on en a tous, hein, chacune, chacun. Mais je pense que les repérer dans un monde qui est quand même assez anxiogène, on peut dire, en particulier ces derniers jours, mais très loin de ça. Regardez ce qu'on traverse en tant qu'humanité depuis 3 ans, 2 ans avec ce virus. Il faut prendre conscience je pense, hein, de ces facteurs très profondément anxiogènes pour pouvoir soi-même les métaboliser et reprendre d'une certaine façon le lien avec le vivant. Nous sommes vivants là, ici et maintenant, et
honorer ça, je pense que ça fait vraiment partie de ce qui peut permettre à des jeunes qui, eux, ont encore 50, 70 ans à traverser cette vie sur cette petite planète, hein, de s'y engager en confiance. Je ne leur recommanderais pas forcément, parce que je pense que c'est pas ouvrir une voie, c'est ouvrir sa voie en fait, hein, la trouver cette voie-là, de partir dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il faut à la fois des activistes du changement très très fort et radical, il y en a absolument besoin, et en même temps il faut des gens qui soient capables de transformer les organisations en profondeur, et pour ça il faut apprendre. Hein, donc il y a aussi cette question enfin, je pense que dans la complexité on ne transforme bien que ce qu'on connaît un minimum, hein, donc être capable de s'engager avec un peu de patience, ça me semble important. Voilà. Sur la Russie, oui, j'ai pas mal travaillé en Russie au cours des 25 dernières années. C'était votre question, j'y réponds. Pour la suite ? Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si, à votre avis, capitalisme et changement sont antinomiques, ou est-ce que le capitalisme a une telle capacité d'adaptation que, comme vous le disiez, les actionnaires arrivent à se laisser séduire par des nouvelles voies, alors que le principe du capitalisme, c'est l'inverse, c'est en fait accumuler le capital, le distribuer en priorité aux actionnaires. Est-ce que, en définitive, on ne doit pas passer par la voie réglementaire plutôt que par la bonne volonté des actionnaires ? Une autre question, merci. Bonjour, je voulais d'abord vous dire que j'ai lu votre livre et qui m'a beaucoup intéressé, passionné, et merci de l'avoir écrit. Merci à vous. Vous avez, dans le livre, vous parlez un petit peu d'agriculture régénératrice. Là, vous avez parlé du lien au vivant, de l'agriculture. Je me demandais, quand vous avez quitté Danone, combien d'agriculteurs, et je parle dans nos pays riches, combien d'agriculteurs étaient passés à de l'agriculture et particulièrement de l'élevage régénérateur, et comment est-ce qu'on évite le greenwashing ? Merci. Il y avait une question pour vous, madame ? Oui, oui, merci. La question était sur je rebondis un petit peu sur la première question sur la Russie, et on a parlé d'environnement, de social, donc d'engagement des entreprises et des patrons. Maintenant, l'engagement politique. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle voie sur l'engagement politique des entreprises et des patrons, et le cas immédiat un peu plus de l'Ukraine en fait, et elle vous fait penser à quoi, et si vous étiez aux commandes d'une entreprise, est-ce que vous vous poseriez la question aujourd'hui de faire certains choix ? Merci. Je démarre peut-être par la deuxième question. Donc, comment dire ? La base déjà fondamentale de l'agriculture régénératrice, c'est que l'agriculture est aujourd'hui l'une des toutes premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, entre 18 et 20% des émissions globales, c'est-à-dire à peu près autant que toute l'industrie. La difficulté, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de remédier à ça, parce que mais c'est possible. Puisque ça correspond à dire on va arrêter de sortir le carbone du sol par nos pratiques et puis on va le remettre. C'est vraiment la base, parce que le carbone, c'est 60% de la matière organique qui est dans le sol, hein. Donc c'est fondamental. Donc il y a déjà vraiment un angle carbone, et sur lequel aujourd'hui beaucoup de pratiques sont développées. On a commencé par de l'agriculture de conservation. Il y a l'agriculture biologique bio, hein, bien entendu, qui on peut toujours discuter des labels, etc. Mais enfin, globalement, c'est quand même globalement mieux. Je le dis pour ne pas être trop long dans ma réponse à ce stade. Et puis, il faut aller plus loin, parce que, en fait, le climat, les sujets climatiques sont liés au climat de biodiversité. J'ai parlé du vivant tout à l'heure, et en particulier de la diversité agricole.
Sur les sujets de carbone, je pense que c'est bien parti, au total. En particulier en Europe, parce que l'Europe a fixé une politique publique qui dit moins 55% d'émissions en 2030 pour l'ensemble de l'Europe par rapport à 1990. Et c'est une directive, donc tout le monde va devoir y aller. Et les politiques agricoles communes à l'intérieur du Green Deal sont en train d'être doucement, mais assez sûrement orienté vers ces questions-là. Il y aura des mécanismes de prix du carbone, etc. Donc une rémunération pour les agriculteurs lorsqu'ils transformeront leurs pratiques en pratiques régénératrices du point de vue du carbone dans le sol. La conscience actuelle, c'est que les questions climatiques ne pourront pas être résolues sans accueillir, on va dire, et favoriser les solutions qui viennent de la nature. Je vais prendre juste peut-être 2 exemples dans l'élevage, parce que là, on n'est nulle part pour l'instant. Le premier, c'est les espèces vivantes. Les semences qui sont utilisées partout en Europe, aux États-Unis et ailleurs ne sont pas vivantes. C'est-à-dire que la réglementation nécessite qu'elles ne puissent pas muter lorsqu'elles sont dans le champ. Donc, elles ne peuvent pas s'adapter. Et à côté de ça, il y a des espèces qui sont des variétés sauvages, qui sont juste de l'autre côté du champ, et qui, elles, s'adaptent en permanence, puisqu'elles n'ont rien d'autre à faire, d'une certaine façon, elles ne sont contraintes par rien. Et on s'aperçoit qu'aller chercher le patrimoine génétique qui existe dans cette biodiversité, des variétés qui sont cultivées de leurs cousines sauvages, leurs apparentés sauvages, on dit, c'est vraiment un patrimoine génétique incroyablement riche et important pour la transition, parce que, par exemple, au Ghana, on a trouvé un caféier sauvage, Arabica, qui a les mêmes rendements que ceux qu'on cultive aujourd'hui, avec 6 degrés de plus de température. Donc ça veut dire que ce caféier-là, il est équipé pour les plus 4 degrés. Probablement pas, parce qu'au Ghana, il fera plutôt plus 8. Mais c'est pour dire qu'il y a ici une source absolument fondamentale d'innovation. Et on n'est pour l'instant pas capable de la prendre en compte, parce que les réglementations sont bloquées et qu'il y a plein d'intérêts, privés y compris, mais publics aussi, à ce que ça ne se passe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut craquer. Ça a commencé aux Nations Unies il y a 2 ans. Il y a une COP Biodiv qui a été retardée pour des raisons Covid 2 fois. C'est la Chine qui devait la tenir. Mais ce volet de la biodiversité, il n'est pas du tout encore suffisamment présent dans l'agriculture. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là, peut-être à ce stade. Pour répondre à votre question sur le capitalisme, alors moi j'ai envie de dire les deux, c'est-à-dire à la fois le capitalisme va s'adapter et il faut qu'il soit plus régulé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il va s'adapter parce que quand un très grand assureur, le plus grand mondial, déclare qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable, ça veut dire qu'il n'a plus de business quand il y a un monde qui est à plus 4 degrés. Et que d'ailleurs nos modes de vie n'existent plus. Parce que imaginez-les sans assurance. Qu'est-ce que ça veut dire sur vos modes de vie, les risques que nous sommes prêts à prendre et comment? Et puis comment on fait face aux dommages le jour où la maison brûle. Or la maison, elle brûle. Et elle ne brûle pas seulement de l'autre côté de la planète en Californie l'été. Elle brûle désormais, vous l'avez vu, l'hiver en Californie. Et les glissements de terrain et les inondations, c'est pas seulement dans des pays très très lointains. C'est en Allemagne l'année dernière et c'est des incendies partout. Vous l'avez vu en Grèce et ailleurs. Enfin, donc la maison brûle. Vous le voyez, je le vois. Les dirigeants et dirigeantes d'entreprises le voient aussi. Et quand vous êtes assureur, par exemple, les primes d'assurance sur les éléments climatiques, les événements climatiques extrêmes, l'année dernière, ont monté en prix de 40%. En l'espace de 6 mois. Donc, le changement climatique, il est maintenant. Et les entreprises le savent de plus en plus. Et comme le capitalisme a cette capacité à s'adapter en permanence, la destruction créatrice de Schumpeter, eh ben, oui, bien sûr qu'il va s'adapter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis personnellement, mais je suis très loin d'être le seul, que je pense qu'on va y aller dans la transition climatique, mais juste après, parce que le capitalisme va s'adapter, s'il n'est pas régulé, ce sera très très compliqué sur le plan social. Et c'est pour ça qu'il faut réguler cette transition, et que beaucoup parlent désormais de transition juste. Just transition en anglais, c'est-à-dire une transition qui soit à la fois climatique et sociale, écologique et sociale. Parce que tout le monde n'a pas la même vulnérabilité en termes d'emploi, en termes d'accès aux biens et services, en termes même tout simplement de risques physiques face à cette transition. Donc je pense vraiment qu'il faut les deux.
Et les choses sont en train de se mettre en place. Ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, mais elles se mettent en place. Deux tout petits exemples. Un, j'évoquais tout à l'heure la création de ce Conseil international qui va normer, donc qui va rentrer le climat dans l'ADN du langage de la finance, et qui va faire que les financiers prendront des décisions sur la base des questions de retard ou d'avance des plans de décarbonation des entreprises. Et un deuxième exemple qui est indirectement lié, la Banque Centrale Européenne a désormais le climat dans son portefeuille de risques à gérer pour la stabilité monétaire donc, de l'Europe et sa politique monétaire. Donc, les banques centrales sont en train de pousser pour repérer la décarbonation de tous les portefeuilles des banques qu'elles réassurent ou qu'elles refinancent plus exactement, partout en Europe, qui elles-mêmes vont demander des comptes aux entreprises à qui elles prêtent de l'argent. Donc il y a des mécanismes qui se sont mis en place qui me rendent confiant, vigilant, mais confiant sur le fait qu'il y a un vrai début de régulation sur les questions climatiques. Sur les questions sociales, on n'y est pas, même si l'Europe est très en avance sur ces questions-là, est en train de... Notamment, il y a une directive sur les questions de droits humains dans les chaînes d'approvisionnement qui est en train de passer en Europe, qui est très très en avance, et c'est très bien parce qu'elle va poser au moins une première brique importante dans ce dispositif. Ce que la Russie et l'Ukraine m'évoquent, je pense que je fais une réponse qui est sans doute un peu sérieuse, mais il s'est passé un truc qui a, d'une certaine façon, arrêté l'histoire ou qui l'a ralenti en 1950, quand 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, imaginez, entre nous, là, Français pour beaucoup d'entre nous, et les Allemands, cette guerre terrible. Si on est en 1950 aujourd'hui, ça veut dire que c'était il y a 5 ans, c'est-à-dire que ça s'est terminé en 2017. Nous signons ensemble le traité pour la communauté économique du charbon et de l'acier. Et puis quelques années à peine après, on signe le traité de Rome, qui crée l'Europe. Qui crée l'Europe, avec, après, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, en l'espace de moins de 10 ans. Imaginez, je reviens, on est en 2012, une guerre est terrible, vous implique tous, nous implique tous, et aujourd'hui, même avant aujourd'hui, l'année dernière, on signe ensemble un truc qui construit l'Europe. Ça a arrêté l'histoire. Ça l'a arrêté au sens de, on a ouvert un espace de collaboration, de dialogue, de co-construction, qui s'est, en plus de ça, qui a cru pendant des années et des années pour arriver à 27, etc., et qui nous a fait penser, et qui a fait penser la génération de mes enfants, qui n'ont pas connu autre chose que la guerre, ça n'existait pas. Que la guerre, c'était quelque part ailleurs, des trucs d'ailleurs qui ne sont plus du tout des guerres mondiales, qui sont des échauffourées, des mercenaires à droite, à gauche, ces espèces de guerres que CNN nous montrait, supposées être très précises, voilà. Une espèce de jeu vidéo lointain, quoi. C'est ça, ce dans quoi on a vécu. Et puis il est arrivé un autre truc en plus, c'est qu'en 1989, chute du mur de Berlin. Alors là, c'était encore plus incroyable. On arrive à un moment où le seul système alternatif au capitalisme s'effondre. Et il se trouve que c'était une dictature. Conclusion, la démocratie et le capitalisme, ça va ensemble. Et c'est vrai, ça a été vrai en Europe, ça a été vrai aux États-Unis, pendant des années et des années, parce que l'économie, la croissance économique, avec tous les angles morts que nous avions. On n'avait pas vu le climat, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas à l'époque, on n'en était juste pas conscient. Cette croissance a créé les classes moyennes. Elle a sorti plein de gens d'une précarité, elle a arrêté la lutte des classes et elle a créé les classes moyennes, qui ont été évidemment le berceau de démocratie et de l'assise politique de ces démocraties pendant des décennies et des décennies. Ça a commencé dans certains pays plutôt que d'autres, mais tout ça s'est passé dans le siècle dernier. Et on arrive, nous, Européens, en tout cas les 25 ou les 30 ans, on n'a connu que ça, quoi. Donc c'est ça le raisonnement normal. Et en plus de ça, quand l'URSS s'effondre et que graduellement la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne rejoignent l'Union européenne, mais ça y est,
On est en train de construire un espace civilisé, mondial, dans lequel on se parle, on échange, on est citoyen, on n'a même plus besoin d'autre chose qu'une carte d'identité pour voyager. Enfin, c'est juste extraordinaire ce qu'a été l'aventure de l'Europe. Et on est au cœur de cette aventure. J'avance encore un peu. En 2001, la Russie rejoint l'OMC. En 2008, c'est les Jeux Olympiques à Pékin. Et c'est l'apogée de ce système où on a l'impression que, ça y est, finalement, on est tous d'accord. La guerre, c'est terminé. C'est terminé, c'est aux marges de cette espèce de grand système mondial qui n'est pas démocratique, pas complètement, mais bon, voilà, en tout cas économique. Puis patatras, quoi. On s'aperçoit 10 ans après que le capitalisme et la démocratie, c'est pas du tout homothétique. Il y a beaucoup de capitalisme dans des pays qui sont pas du tout démocratiques. Et puis on s'aperçoit à l'inverse que dans nos pays, le capitalisme arrête de fabriquer de la démocratie parce que les inégalités, qui sont des normes qui bougent dans le temps, qui étaient peut-être acceptables en 1950, ne le sont plus quand il y a les réseaux sociaux en 2015, et que comme les inégalités ont cessé de se réduire et qu'elles ont même d'ailleurs légèrement remonté partout dans les pays de l'OCDE et même en France malgré les taux de redistribution, eh ben, le capitalisme et l'économie et la supposée croissance ne créent plus de démocratie. Pardon pour ce long détour, mais ça veut dire que, je vais dire un truc terrible, ce qui se passe en Ukraine, c'est le retour de l'histoire. Et c'est ça qu'il faut, je parlais de accueillir la peur, ça rassure qui dans cette salle ce qui est en train de se passer, quoi? Parce que c'est qui après l'Ukraine? Et est-ce que, enfin voilà, je ne vais pas faire des discours, mais ouais, c'est juste le retour de l'histoire. Et se dire que, néanmoins, depuis des milliers d'années, nous vivons dans une forme de confrontation, d'équilibre, de périodes qui sont plus ou moins apaisées, on va dire, dans les relations, et que en fait, la guerre n'a jamais cessé d'être là. Mais elle était invisible pour nous, qui étions concentrés sur notre petit monde à nous, et qui est tellement beau ici en particulier. Donc, mon invitation par rapport à ça, et pardon, je suis pas avec une casquette ni de président de la République, ni de chef d'entreprise, là, je vous parle comme je le sens, hein, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être capable d'accepter ça et de continuer à être debout et de continuer nos engagements. C'est-à-dire que si brusquement nous arrêtons tout en nous disant « Ah ben mince, si c'est ça, c'est que vraiment tout ce qu'on espérait, ça marche pas », bah ouais, le pire a gagné. Mais je prends juste, moi je me suis réveillé un matin, on est en train de monter un truc mondial sur le climat avec la finance mondiale, y compris d'ailleurs des Chinois, des Russes, etc. Si je m'arrête en disant, bah, c'est sûr que là, les instances mondiales, elles vont plus s'occuper du climat pendant 2 ans, donc c'est vraiment très dommage, je vais faire autre chose, je pars grimper, je donne raison à l'absurde, donc je ne vais pas le faire. Mon engagement, ça va être coûte que coûte de faire en sorte que sur le climat, on se mette d'accord. Même si, en effet, il y a de la violence, de la force, enfin, c'est innommable. Mais il se passe ça. Simplement, accueillir qu'il se passe ça et qu'il est possible de créer d'autres choses. Et que c'est cette dualité permanente de la présence de la violence dans nos vies qui, franchement, est entre nous. Elle est partout. Et je vais arrêter maintenant, mais on n'a pas conscience de notre propre violence. Plein de fois. Et à l'égard du vivant en particulier, hein, quand c'est entre les gens, à la limite, on a un peu conscience. Mais quand vous réfléchissez à la façon dont on traite le vivant en dehors des humains, je prends juste un exemple, et après, promis, je m'arrête, on passe à une autre. Réalisez que les systèmes d'élevage que nous avons mis en place depuis des décennies pour manger plus de viande à l'échelle mondiale fait qu'aujourd'hui, les bovins représentent la moitié du poids de tous les animaux qui vivent sur Terre. La moitié. Que les humains et leurs animaux d'élevage représentent plus de 90% du poids de tous les mammifères sur Terre. Donc quand les plus jeunes d'entre nous rêvent à la nature en regardant des bouquins sur les animaux sauvages, la réalité c'est que c'est 10% de la vie sur Terre. 10%. Le reste, c'est notre système alimentaire. Donc quand je parle de la violence qu'on fait aux vivants, je ne parle même pas de la façon dont on élève ces animaux dans certaines zones du monde. Je parle de la façon dont on est en train de peser, nous, en tant que vivants, sur tout le reste du vivant, sans en avoir la moindre conscience. La moindre conscience. Quand nos schémas agricoles intensifs font qu'au lieu d'avoir 2 tonnes de vers de terre à l'hectare dans un sol riche et vivant, il n'y en a plus que 150 kilos dans les grandes plaines de Beauce ou en Picardie, ben, on a juste tué le vivant. Et moi, vous n'en savez rien. Moi, je le sais parce que ces sujets-là, ça m'intéresse depuis longtemps et ça a été mon métier.
Mais donc, c'est juste pour dire que nous avons à l'égard du vivant une violence dont nous ne sommes même pas conscients, et ce qui se passe là, en Ukraine, n'est pas absent de ce que je suis en train de décrire. Cette violence, elle est en nous, en chacun d'entre nous, et je pense qu'on a besoin de l'accueillir et de faire en sorte néanmoins de continuer à nous engager pour la dépasser. Vaste programme, hein, mes amis, mais c'est un programme de vie. Allez, pour vous, pas pour moi. D'autres questions? Alors, il y a des bras qui se lèvent là-bas. On va commencer, ils sont favorisés au premier plan. Oui, on va aller un peu plus loin. Là, au fond de la salle, il y a des bras qui se lèvent aussi. On va dire, allez, au fond de la salle, et je vous prendrai après. Et moi, je vais faire du favoritisme. Si jamais il y a une question sur la montagne, vous levez les deux bras. Et oui, s'il vous plaît. Ils seront favorisés. Là. Voilà. Merci. On m'entend? Ouais. Oui, très bien. Ma question, c'était un peu plus près. Ma question, c'était plus sur, en tant qu'individu, comment est-ce qu'on fait quand on a été manager chez Bain, puis ensuite CEO chez Danone, pour équilibrer sa vie entre montagne, travail, et puis j'imagine aussi famille. Comment vous avez fait quel était votre secret ou vos principes, quoi? Ouais, merci. On se rapproche de la montagne. Hein. Est-ce que quelqu'un veut aussi lever les deux mains? Pour de vrai, hein. Oui, là, il y a une personne qui a deux mains, Charlie, devant. Merci. Et puis après, la dernière question au fond de la salle. J'avais tout simplement envie de vous demander comment la montagne peut apporter un peu de douceur dans nos vies. Merci. Et puis une question au fond? Bonjour, moi ce serait plutôt sur votre pratique de l'alpinisme et sur son impact en tant que tel. Est-ce que vous avez une réflexion, vous, sur vos loisirs? Est-ce qu'on demande beaucoup d'efforts aux entreprises, mais on sait que à Chamonix, on prend souvent la voiture, enfin il y a beaucoup de... Nos loisirs, en tout cas, ont un fort impact. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus aussi sur ça? Oui. Eh ben, je vais prendre ces questions, merci. Je vais commencer par votre question, madame, dans les premiers rangs. La douceur dans nos vies, oui. En fait, la montagne m'a littéralement appelé. Moi, je suis né à Grenoble, hein, et puis ensuite, j'ai passé une partie de mon adolescence dans les Hautes-Alpes, mon lycée à Gap. Et j'ai eu des expériences extrêmement profondes de me sentir en vie et relié à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, une espèce de lien avec l'univers, littéralement, à la fois sur mes petits skis quand j'avais 10 ans, et puis je le raconte dans le bouquin, au refuge des Bancs dans l'Oisan, à 8 ou 9 ans, où on était monté avec mes parents, passer la nuit et faire un tour autour du refuge, puis redescendre, et où il y a eu un orage. Alors, c'est pas de la douceur, mais j'ai eu l'impression de rencontrer quelque chose qui me dépassait complètement et qui a formé une espèce de curiosité absolument insatiable pour aller voir ce que c'était, ce qui se passait là-haut. Dans cet endroit où il y a des animaux, quelques plantes, mais sûrement pas des hommes et des femmes qui vivent, quoi. On est toléré là-haut. On passe entre les orages, entre les séracs, les crevasses, tout ce que vous voulez. Et le côté douceur, c'était vraiment sur les skis et la neige. Pendant des années, quand j'étais jeune, et encore maintenant, dessiner des courbes et des arabesques dans de la neige, je trouve que c'est une expérience de création. Je fais du télémark, moi. Maintenant, je me suis mis au télémark il y a assez longtemps. Pas que, mais je fais ça aussi. Et c'est des sensations de glisse qui sont absolument extraordinaires et d'une immense douceur, vraiment d'une immense douceur. Et de nouveau, il n'y a pas que ça, ça c'est traversé par plein de choses, y compris quand on passe dans une coulée, parfois des petits bouts d'avalanche. Mais donc la montagne, c'est jamais la douceur, mais il y a aussi ça.
Et avec cette chose que je trouve incroyable, c'est que c'est beau depuis l'échelle de l'infiniment petit à l'échelle de l'infiniment grand, quoi. Ça va du mica, tout à l'heure Charlie parlait des cristalliers, quoi. Ça va de ces tout petits éclats, puis alors qu'on voit bien ici dans le granit à Chamonix, quoi, jusqu'aux étoiles. C'est beau de façon ininterrompue. C'est une espèce de plongeon dans la beauté qui, moi, me ressource très, très profondément. Et puis par ailleurs, je dirais la même chose de la grimpe et de l'escalade. C'est-à-dire que c'est à la fois des gros moments de combat, on va aux limites, on s'engage, etc. Il y a une part de ça, et je trouve, moi, ça me nourrit beaucoup, cet engagement-là. Mais il y a aussi toute une part qui est incroyablement presque spirituelle, je dirais. Quand on grimpe en tête, moi j'aime plutôt grimper en tête parce que c'est des beaux voyages qu'on fait, on pose un point de protection, puis on monte au-dessus, et plus on monte, plus le voyage n'a pas de retour, donc il faut qu'il soit, il doit aller jusqu'au point suivant qu'on peut mettre. Et ces petits voyages-là, puis ensuite il y a le voyage de l'engagement à la hauteur de la voie, quand on... qui peut être assez facilement de plusieurs centaines de mètres. Donc il y a aussi cet engagement dans le temps plus long. Et c'est pareil, ça rejoint la dernière question qui m'a été posée, c'est que pour moi, il y a vraiment cette question de la reconnexion à qui je suis. C'est quoi être vivant ? Parce que dans une très grande entreprise, et je pense pour plein de gens qui exercent des responsabilités, on n'a pas besoin d'être une très grande entreprise, c'est juste un peu plus vertigineux dans une très grande entreprise, rien de plus que ça, mais moi je peux travailler qu'avec mon cerveau à la limite. Je suis assis, je me sers de rien d'autre, et puis je prends des décisions, j'appuie sur des boutons, ça bouge, voilà. C'est complètement désincarné. Et le risque, il est là, justement, de se déconnecter complètement du vivant, quoi, d'être plus qu'une machine à décider. Et donc, pour répondre aussi à votre question, cet équilibre, j'en ai absolument besoin. Je n'arrive pas à vivre mon rôle de dirigeant engagé si je n'ai pas ces moments de ressourcement en montagne et en grimpe. Alors, comment je fais ? Je grimpe en salle très tôt le matin, voilà, de 7h à 8h le matin, et puis à 9h je suis au boulot. Il y a des salles partout dans les capitales du monde entier, donc même quand on voyage, on en trouve. Je voyage avec ma paire de chaussons, et quand j'étais dans mon entreprise précédente, il y avait plein de jeunes qui savaient que je grimpais, donc quand ils me voyaient, ils savaient quelques jours avant que je passais, on se retrouvait le soir ou le matin pour aller grimper avec des jeunes des équipes. Donc voilà, ça met la grimpe au quotidien, et même dans une salle. On peut vivre ces petits moments-là, mais c'est surtout ces moments d'équilibre où on est avec son corps tout entier. C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est pas juste la tête, c'est pas juste les jambes, c'est vraiment tout à la fois. Le corps, l'esprit et l'âme au sens de la volonté, quoi. Ça marche que si on y va. Et tout doit être aligné pour que ça marche en grimpe, sinon on tombe. Donc c'est pas que ce soit grave, mais c'est désagréable et c'est pas l'objectif. Donc cette recherche de l'équilibre qui fait que la grimpe est dans un flux et pas dans de la force ou de la résistance ou du je sais pas quoi, on peut le vivre même dans une salle, et donc je vais le chercher. C'est mon yoga à moi du matin, enfin je sais pas, voilà, chacun trouve ce qu'elle ou il cherche, ou ce dont il ou elle a besoin, mais voilà. Et puis après, j'ai d'une certaine façon toujours donner une priorité à ça. C'est-à-dire que comme je sais que c'est tellement vital et que je sais que je ne serai pas capable de prendre de bonnes décisions, en particulier plus la pression est forte et plus j'en ai besoin, et donc je bloquais des jours entiers où je descendais, ça va rejoindre une autre question, mais je prends le premier TGV à 5h du matin à Paris, à 9h je suis en train de grimper en Provence, et à 11h du soir je suis rentré à Paris. Et pendant ce temps, je bosse 3h30 dans le train, x2 ça fait 7, mais au milieu j'ai 8h, 9h de grimpe où j'oublie tout, et je me reconnecte au vivant et au réel. Et puis quand j'ai un peu plus de temps, je vais faire ça en montagne. Mais voilà, donc pour moi, c'est un pendant fondamental de mon engagement. C'est un lien tellement vital, tellement fort pour moi que je n'y arriverai pas sans ça. Alors, en effet, ça pose la question de est-ce que c'est un loisir ? Moi, il y a plein de gens, enfin pas plein, mais certains de mes collaborateurs dans mes équipes, quand je commençais à devenir un peu pénible, parce que trop d'idées, trop de je sais pas quoi, trop d'exigences, me disaient écoute, arrête de nous faire chier, va grimper, ça ira mieux.
Et j'y allais, quoi. Et j'y allais, ils avaient raison. Donc le lendemain matin, je rentrais au bureau avec des bandelettes de strap et un peu de magnésie encore et j'étais détente, quoi. J'étais capable d'avoir pris du recul, de calmer mes impatiences, mes peurs, mon sens des responsabilités, je ne sais quoi, et puis on redémarrait. Donc voilà, sanctuariser des moments dans ma vie pour le faire. Mais ça pose la question, bon, le TGV, ça consomme de l'énergie comme le reste, la voiture aussi, l'avion aussi. Alors cette question pour moi aujourd'hui, elle se pose, comme cette pratique-là, je ne sais pas très bien faire autrement. Moi, j'ai fait le choix, en fait, dans mes voyages professionnels, parce qu'il m'est arrivé quand même de faire le tour du monde en moins d'une semaine, plein de fois, en dormant dans les avions 2 fois de suite, enfin des trucs où vraiment là, on est décollé de la réalité, donc c'est urgent de regrimper assez vite dans ces cas-là. Mais j'ai décidé de compenser les émissions carbone de mes vols sur les 10 dernières années. Donc je l'ai fait régulièrement en travaillant avec une ONG suédoise qui fait de la reforestation de façon que je trouve très sérieuse. Je suis pas, c'est ma réponse de base à ça. Enfin, moi, on en parle là, mais bon, voilà. Et je suis pas du tout. Enfin, je suis très très conscient que c'est pas du tout ça la solution. Hein, mais c'est le premier niveau. Ensuite, c'est de voyager moins globalement, et j'essaye de le faire. Et malheureusement, la crise du Covid, ou heureusement, comme on veut, nous a appris à travailler autrement, avec plein de limites dans tous les sens. Hein. Et la dernière chose, c'est de me poser des questions très sérieuses. Et c'est d'ailleurs des questions qui valent un chapitre du bouquin qui s'appelle La fleur de lotus. Parce que fleur de lotus, c'est une grande tour absolument magnifique qui fait 700 mètres de haut dans le Yukon, dans le cirque des parois impossibles. Et c'est un projet que j'ai depuis assez longtemps. Et plus ça va, plus je sais pas si j'irai, en fait. Et je sais pas si j'irai parce que je me sens pas d'investir le coût climatique de ce qui, dans ce cas-là, reste, de mon point de vue, vraiment un loisir. Et je pense qu'on est à un moment où c'est bien qu'il y ait des rêves qui restent des rêves. Et donc je ne sais pas si j'irai. Moi, je grimpe à au niveau auquel je grimpe. Je n'ai jamais fait aucun des sommets prestigieux par les voies difficiles qui sont ici. Et je pourrais épuiser le Briançonnais, l'Oisan, y ouvrir le cas échéant des voies pendant le reste de ma vie, et je serais très heureux, quoi. Et donc, je suis pas professionnel de la montagne, c'est pas mon métier. J'emmène des gens en montagne, et j'aime bien d'ailleurs, hein, et j'ai formé à la grimpe des dizaines de jeunes à partir de 4 ans, et voilà, il y en a qui grimpent bien maintenant, mais c'est pas mon métier. Donc je trouve que ça pose vraiment cette question-là, c'est celle que vous posez. C'est à partir du moment où c'est un loisir et pas seulement vraiment une hygiène de vie fondamentale et vitale, jusqu'où est-ce que j'ai le droit, si je suis conscient de ces enjeux. Quand on n'est pas conscient, c'est différent, mais moi j'estime que j'ai la conscience de ces enjeux. Donc c'est une vraie question, ça. Et je sais qu'il y a des professionnels qui se la posent aussi, bien sûr. Pour la montagne. Merci. Il y a encore 2 mains levées à la fois ici. Et puis il y en a 2 autres au fond encore. Pardon. Je vois, voilà, après. Hein. J'ai vu 2 mains. Alors, tout d'abord, merci d'intervenir sur Ouvrir une voie. Je n'ai pas de questions à poser, j'ai juste quelques réflexions à ouvrir. L'une, j'ai vu très récemment le film Un autre monde avec Vincent Lindon, et je me pose la question de la violence et de la rapidité de notre monde actuel. Donc, quand vous parlez de relâchement, de rétrograder, de prendre du recul, je pense que ça fait tout à fait sens, et notamment aussi sur le fait de se donner du temps, parce que peut-être que les fleurs de lotus demandent une approche plus longue, plus respectueuse, qui demande du temps. Voilà, je pense que le temps est une donnée fondamentale. Moi, je guide en montagne.
une des femmes guides. Et je prends le temps de faire attention à mes clients, de transmettre. Je pense que vous transmettez aussi au sein de votre entreprise. Et que j'aimerais savoir, néanmoins, ça c'est ma question dernière, quel message vous avez à transmettre aux jeunes? Parce que je pense que les jeunes de maintenant, certains sont sensibilisés, d'autres moins. C'est notre tâche d'éducateur, de professeur, de guide, peu importe les différentes définitions, de les éveiller et puis de les entraîner, ou ils y vont déjà tout seuls. Ça dépend un peu des publics. Donc Chamonix est une vitrine et elle a un rôle à jouer dans ce sens. Merci. Et demain. Moi, j'ai une question. En lisant votre livre, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre frère. Parce que j'ai l'impression qu'il vous a plus appris que les cours d'université. Merci. Tout au fond, là, il y a deux mains qui se levaient et qui se sont baissées de... Merci. Bonsoir, Monsieur Faber. Je souhaiterais en fait évoquer avec vous... j'ai découvert en fait l'homme... Pardon, je connaissais le chef d'entreprise et j'ai découvert l'homme au cours de votre discours HEC, donc lorsque vous évoquez votre frère. Et vous évoquez une voix, non pas VOIE, mais une voix VOIX qui résonne chez vous, qui j'interprète comme un attachement à vos valeurs et à l'endroit dont vous venez. Et je souhaiterais savoir si au cours de votre vie de chef d'entreprise, cette voix, vous l'avez oubliée ou parfois perdue de vue. Merci beaucoup. Je vais commencer par Dominique, du coup, mon frère. Il y a un chapitre qui parle de lui, qui s'appelle Do. Et mon frère avait 1 an de moins que moi. On a fait les 400 coups. On a commencé à grimper ensemble. On a découvert l'alpinisme ensemble. On y allait à la One Again, quoi. On n'avait pas beaucoup de matos, pas de guide. On partait avec des copains en Val-Gaudemar, à droite ou à gauche, dans les falaises du Vercors aussi, à côté de Romans et de Valence. Et pendant que j'étais à HEC, il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Avec ce qui s'est avéré être une schizophrénie. Et oui, il y a un chapitre de mon livre qui lui est consacré parce que ce garçon dont d'autres auraient pu dire qu'il est fou a été mon garde-fou. Mais vraiment mon garde-fou. On ne parlerait pas ensemble ce soir, je pense que si Dominique n'avait pas été là dans ma vie, tout simplement parce que j'aurais pas écrit ce bouquin, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Parce que il n'était pas question pour nous, pour moi en tout cas, que ce qu'on appelle la folie coupe la corde qui nous liait. Donc je l'ai suivi. Et j'ai découvert des endroits dans lesquels on ne va pas beaucoup, des milieux dans lesquels on ne va pas beaucoup. Et d'une certaine façon, c'est devenu son univers de vie. Mais quand je dis c'est, il faudrait mettre un terme beaucoup plus large à ça. La précarité, la fragilité, la vulnérabilité ont été son quotidien. Et sa façon d'être au monde, y compris dans le fait que, du coup, on a... après ces phases d'hospitalisation, vécu très proches l'un de l'autre, enfin lui de notre famille, et que du coup au petit déjeuner il y avait des gens qui venaient avec lui et qui étaient des gens qui dormaient dans les bois, et puis le matin, moi avant de partir, je passais chez lui à 4h ou 5h du matin avant de prendre un avion pour aller je sais pas où, et on descendait, il avait une bouteille de thermos pour les éboueurs. Et puis voilà, il était devenu le copain des éboueurs. Et voilà,
Puis il a fini sa vie en rentrant dans le village, dans les Hautes-Alpes, pour travailler dans une petite fromagerie tenue par des copains qui, quand on avait 14 ans, faisaient le tour en 4L avec la Berthe à lait dans le village pour distribuer les bertes de lait à tout le monde. Donc ouais, j'aurais pas fait ce que j'ai fait sans lui, c'est sûr. Et au fond, c'est ce que j'ai voulu raconter à HEC. On m'a invité, jeune, brillant, président, directeur général d'une boîte de 100 000 personnes qui vaut 50 milliards d'euros en bourse. Et on s'attendait sans doute à ce que je fasse un discours du genre « vous êtes la crème de la crème, l'élite de l'élite ». C'est les conneries qu'on m'a racontées quand moi j'étais à HEC. Et je me suis dit « mais je vais leur dire quoi à ces jeunes ? Je vais leur dire quoi ? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise, moi, quand je suis sorti avec ce diplôme en main, c'est-à-dire avec le pouvoir que j'ai, avec la puissance de cet outil, si on ne m'explique pas à quoi il sert cet outil, à quoi j'ai le droit de me servir ou pas. Parce que quand vous avez un outil, quand vous avez du pouvoir, il se pose la question de savoir au nom de quoi, pour faire quoi. Et donc je leur ai parlé de Dominique. Je leur ai parlé de Dominique et je les ai invités parce que à écouter la petite voix qu'ils ont en eux. Et oui, c'est une petite voix avec un X, comme vous dites. Et donc, ce qui s'est passé à la fin de sa vie, il est mort il y a une petite quinzaine d'années maintenant. Il était de plus en plus fatigué et donc il allait faire la sieste l'après-midi dans les prairies du Champsaur, là. Et il se mettait à côté d'un ruisseau et il m'appelait et il laissait juste un petit message avec le bruit du ruisseau. Juste ça, quoi. Ben ouais, ça reconnecte bien avec l'endroit d'où on vient. Et par rapport à votre question complètement pertinente sur est-ce que dans ma vie de patron, j'ai perdu de vue mes valeurs et j'ai perdu de vue d'où je venais et qu'est-ce qui avait du sens et de l'importance pour moi, j'espère que ça ne n'est pas arrivé. Je pense que c'est forcément arrivé, sans que j'en ai conscience. Mais c'est vraiment parce qu'il y avait cette petite voix là qui me rappelait en permanence c'est quoi la vie, c'est quoi ce à quoi je crois, c'est d'où je viens et qui je suis. Je suis pas, je ne suis pas un PDG, je ne suis pas un grand patron. J'ai horreur de cette expression d'ailleurs. Je suis patron d'une grande entreprise, c'est très différent. Je suis pas un grand patron. Et voilà. Et de nouveau, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas dit ça à ses élèves. Et donc, je les ai invités à trouver la petite voix qui leur parlait au fond d'eux-mêmes, à trouver leur petit frère ou leur petite sœur. Parce que je peux vraiment dire, et c'est d'une certaine façon une réponse à ces trois questions, qui est que Dominique m'a aidé à ce que je suis au monde soit vraiment unique, soit vraiment ce que je suis appelé à être, j'imagine. Et c'est toujours en chemin, c'est jamais terminé. Enfin, voilà. Et c'est une ligne de crête entre le compromis et la compromission, en permanence. Mais voilà, il était là. Et donc, je les ai invités à faire la même chose, en leur disant que ça les aiderait à trouver cette petite voix, cette musique, cette petite mélodie au fond de chacun d'eux qui est absolument unique. C'est la vôtre, c'est la mienne, elle est vraiment, c'est chacun d'entre nous qui l'avons. Et sans laquelle la symphonie du monde serait incomplète. Voilà ce que je leur ai dit ce jour-là. Allez, c'est reparti. Trois dernières questions. Encore meilleures que les précédentes. Oui, là... Allez Charlie, c'est toi qui choisis. Bonsoir. Dans la continuité justement de ce que vous venez de nous dire, j'aimerais savoir comment, au sein de cette grande entreprise, vous avez pu faire vivre ces valeurs, les transmettre
et faire en sorte que les gens se les y approprient. Et est-ce que vous pensez, pour partie, parce que j'imagine que on ne peut pas envisager l'entreprise tout entière, mais est-ce que vous pensez y être arrivé pour partie, avoir semé la graine et faire qu'après votre départ, ces valeurs perdurent au sein de cette entreprise? Merci. Merci. Bonsoir. Vous parlez souvent de dirigeants engagés. J'aimerais connaître votre définition de l'engagement. Bonjour Emmanuel, je suis un ancien de chez Danone. Il y a 1 an et demi, j'ai assisté à l'Assemblée Générale des actionnaires. 99,4% on a voté l'entreprise à mission. C'était extraordinaire, même toi tu étais surpris je pense. Et 6 mois après, ou 6-10 mois après, c'était il y a 1 an, ils te mettent à la porte en 1 semaine, plus président, plus directeur. Comment toi tu l'as vécu ? Personnellement, pas le grand chef d'entreprise, voilà, t'aimes pas le nom, mais comment toi personnellement tu l'as vécu? Moi personnellement, ça m'a frustré. Est-ce que c'est la même sensation? Suite à ça, moi, ça m'a aussi aidé à quitter Danone et à vivre dans le milieu associatif. Donc d'un certain côté, je te remercie. Mais voilà, toi, comment tu l'as vécu? Merci. Alors. Bon, une entreprise. Enfin, moi, je pense que dans une entreprise, le plus important, c'est la culture. Et la culture, ça s'invente pas du jour au lendemain. Quand j'ai eu, moi, j'ai changé désormais 4 fois en 30 ans environ d'entreprise. Quand je suis rentré chez Danone, j'avais rencontré Antoine Ribou dans un métier précédent. J'étais banquier d'affaires. Et on m'a proposé de prendre la direction financière de cette entreprise. J'avais 33 ans. Et parce que j'avais rencontré Antoine Ribou, parce que j'avais lu son rapport à Jacques Chirac qui s'appelait « Modernisation mode d'emploi » en 1981, quand j'étais à HEC un peu plus tard, je m'étais dit que c'était une entreprise dans laquelle, avec le discours de Marseille d'Antoine Ribou, sur le double projet économique et social, on pourrait essayer de faire bouger les choses différemment. Donc je suis rentré dans une entreprise dont la culture est une culture engagée, d'une certaine façon. Et en même temps, une entreprise, on l'a complètement transformée en 20 ans. C'est-à-dire que il y a des pans entiers de l'entreprise qui ont été cédés pour des raisons stratégiques, en France en particulier, et puis on a investi un peu partout dans le monde entier, les pays émergents, aux États-Unis, etc. Et donc quand on accueille des nouvelles équipes par milliers qui rejoignent une entreprise, c'est ce caractère vivant de la culture de chacune de ces organisations qui fait que émerge une culture qui, par définition, il est impossible de complètement définir. C'est pas une décision, quoi. C'est ce mélange du vivant qui fait qu'il se passe un truc. Donc, ça ne peut pas être l'œuvre de quelqu'un. C'est vraiment complètement collectif. Après, évidemment, les dirigeantes, les dirigeants ont un rôle important. Moi, ma façon de le faire a été d'essayer d'être en cohérence. Voilà, d'être en cohérence, c'est-à-dire de faire ce que je dis, pas forcément de dire ce que je fais parce que ça n'intéresse pas tout le monde, mais vraiment de faire ce que je dis. J'espère que ça va laisser des traces de vie, quoi, qui donnent aussi aux gens l'envie d'être dans cette forme de cohérence, sachant que la cohérence, c'est pas de pas faire des compromis, c'est de pas faire des compromissions. Et du coup, ça nécessite de bien aller chercher en soi, qu'est-ce que ça veut dire un compromis, une compromission. Quand je suis parti, j'ai écrit une lettre aux salariés, à toi aussi, du coup, à tous nos salariés. J'ai eu des milliers de messages, de plein de gens qui étaient assez émus par ce qui se passait. Et je leur ai écrit une lettre en leur disant que mon départ était au fond une chance aussi pour que eux aussi, quoi, chacun s'approprie la vision que j'avais essayé de poser au cours de toutes ces années, qu'elle soit vraiment collective, qu'elle retrouve en fait des racines dans chacune et chacun, et qu'ils allaient en être sans doute les gardiens d'une certaine façon, parce que avec les temps un peu sombres qui allaient s'ouvrir, ce serait pas par en haut que ça allait se passer, quoi. Voilà, donc et puis après la vie passe et elle va repasser et puis on verra bien, mais
Voilà. C'est pour dire une culture d'entreprise, c'est vraiment dans le temps long, c'est du très, très collectif. Ta question sur comment je l'ai vécu. D'abord, comment dire, ça a été émotionnellement difficile. Pas du tout le conseil d'administration, pour moi c'était pas ça, mais les équipes quoi. Surtout que ça s'est passé à un moment où on était tous en télétravail partout dans le monde. Voilà, donc c'était difficile de dire des vrais au revoir à tout le monde. Donc il y a eu une période où on a beaucoup pleuré tous ensemble, par visio parfois même, avec plein de comités de direction dans le monde entier, enfin des collaborateurs, etc. Et c'est normal. C'est le deuil de plein d'aventures. Moi, il y a des gens que j'avais contribué à faire grandir depuis 25 ans dans cette boîte. Et puis, plein qui m'avaient fait grandir aussi, quoi, à la fois en tant que bonhomme et en tant que manager. 25 ans, c'est une génération, c'était une famille. Donc voilà, ce départ-là, c'est... Voilà. Et en même temps, moi, je suis habité par quelque chose de très, très profond, vraiment. Et sans doute, l'expérience de mon frère m'a conduit là. J'y serais sans doute pas allé tout seul. C'est que aimer, c'est laisser partir. C'est pas s'accrocher à la relation affective, etc. C'est laisser partir. Et voilà. Donc c'est ça aussi que je me suis dit en allant un peu plus loin faire autre chose. Merci pour ta question. Et en même temps, une immense liberté, parce que je disais ça tout à l'heure, service, il y a servitude dans ce mot-là, quoi. Donc 400 emails par jour, des réunions de 4 minutes, le tour de la planète en 4 jours. Il y a un moment, au bout d'un moment, ça fatigue juste un peu, quoi. Donc c'était aussi finalement un privilège incroyable de me retrouver à mon âge encore capable de grimper un peu et de faire plein de trucs. Libre, je ne me serais jamais accordé moi-même cette liberté. D'autres l'ont fait pour moi, super. Et du coup, je suis là à vous parler, à faire plein de trucs... C'est marrant parce que d'une certaine façon, ce qu'on a essayé de faire tous ensemble chez Danone, on va le faire maintenant de façon systémique avec le conseil que je vais animer au niveau mondial. Donc c'est bien, c'est bien. L'engagement, pour terminer. L'engagement, en fait, pour moi, en montagne déjà, ça commence pas quand on a mis le premier pied sur le rocher, mais quand on a mis le deuxième. Et tout le reste, c'est un continuum. C'est-à-dire, tant que j'ai encore un pied sur le plancher des vaches, je ne suis pas engagé. Au moment où je mets le deuxième, c'est parti. C'est parti, et ça suppose l'engagement d'avoir une vision de là où on veut aller, et c'est de mettre en place les moyens et de prendre les risques qu'il faut pour y aller. Donc c'est une tension vers quelque chose, l'engagement. Et je l'ai décrit tout à l'heure dans ce voyage qu'on fait au-dessus d'un point de protection. C'est pareil dans le business. Quand au milieu de la crise du Covid, on décide en 3 mois de transformer l'entreprise en entreprise à mission et que les actionnaires, au bout, on arrive à ce sommet où il y a 99% des actionnaires qui disent oui, bah ouais, c'est un risque qu'on a pris, ça aurait pu se passer autrement. Et voilà. Donc c'est un engagement. Pendant 3 mois, il y a eu des équipes vraiment très engagées pour aller là-dessus. Et je voudrais juste ajouter un autre point, c'est que j'utilise aussi, en tout cas on m'a aussi décrit de cette façon, mais je l'ai utilisé moi-même, le mot d'activiste. Et pour moi, l'activisme est dans le prolongement, c'est une forme d'engagement extrême, entre guillemets. C'est le moment où si on ne le fait pas, ça sera trop tard, quoi. Je peux faire le parallèle dans une voie. Si on a un peu flâné à droite et à gauche, ben, il y a un moment, il faut s'activer, quoi. Sinon, on ne va pas sortir avant la nuit. Et c'est pareil pour le climat. Je pense que si on ne s'active pas maintenant, on ne va pas sortir avant la nuit, quoi. Et la fenêtre météo entre la crise du Covid et la crise climatique, elle est maintenant. Donc il faut qu'on y aille. Et ça peut... non seulement ça peut, mais ça va demander de l'activisme. Et donc les générations de jeunes qui se mettent dans la rue au lieu d'aller à l'école, c'est extrêmement dommage pour leur éducation, mais pour leur conscience, c'est fondamental. Et pour transformer les nôtres, je pense que c'est fondamental. Donc l'activisme, c'est une forme particulière de l'engagement qui est radicale
et dont je pense qu'elle est parfois à la hauteur des enjeux qu'il nous est proposé d'essayer de traiter pour notre petit bien commun. Voilà mes amis, merci d'avoir été tous ensemble.